Alors, vous devez tous savoir que en contrôle de gestion, il y a il y a de forts points sur beaucoup de points sur le commentaire. Aujourd'hui, les commentaires sont de minimum 6 jusqu'à 8 points sur des années. Bien ou pas bien, je ne veux pas revenir sur cet élément-là. Ce qui est certain, c'est que on a des points. Donc, je vais prendre quelque chose de basique, hein. Je prends sur 6 points. Si on a un commentaire qui vaut 6 points, ce qui n'est pas le cas sur une partie, hein. Et quand on est barémé sur 100 points, ou 120, on peut avoir 6 points, même plus. On a la contextualisation qui rapporte des points. D'accord? Alors, dans la contextualisation, on ne veut pas que vous recopiez ce qui est dans le sujet. D'accord? Vous devez le reformuler avec vos mots. Exemple, si vous venez dans une société, qu'on va prendre un truc classique, on est dans un centre de formation et on vous demande de calculer la rentabilité de ce centre de formation parce qu'on se pose des questions sur le fait de continuer ou pas avec certaines formations. Donc la contextualisation, c'est un peu du contexte général de la société qui est dans le début de la présentation, et après, c'est ce qui est dans le dossier que vous traitez. Donc vous êtes obligé de dire, donc dans la contextualisation, c'est la société Intel qui, euh, comment ça s'appelle, qui a pour activité ceci depuis des années. Donc, vous devez contextualiser le cadre général qui est dans la présentation de départ, et après, on vient dans nos dossiers. Il nous a été demandé dans ce dossier d'étudier le seuil de rentabilité, le risque d'exploitation, car le directeur ou les financiers se posent la question sur le maintien ou non de certaines activités. Donc, cette partie contextualisation, si on vous demande, comment ça s'appelle, comment dirais-je, euh, un certain nombre de pages ou un certain nombre de lignes, la contextualisation doit représenter un quart du rédactionnel. Un quart doit être fait sur la contextualisation et un quart sur le commentaire, comme vous savez, sur la conclusion. La moitié du temps ou la moitié des lignes qu'on vous demande est sur l'interprétation de ce que vous avez trouvé. Que vous ayez bon ou pas bon, on vous pénalise déjà sur ce que vous avez fait. On ne vous pénalise pas deux fois. Donc, dans le commentaire, on regarde ce que vous avez bien commenté, ce que vous avez fait. Si vous avez des maladresses dans les calculs, commentez quand même, vous aurez des points. Vous aurez les points de la contextualisation si vous savez le faire, mais ça, c'est pas trop compliqué. Vous aurez également les points des commentaires de ce que vous avez fait, si vous avez repris correctement vos commentaires. Et si vous concluez, vous aurez les points. Donc, les commentaires, il faut les faire, non pas les bâcler. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai fait partie des membres du jury cette année pour l'UE 10, l'UE 11, pas l'UE 9, non. 10 et 11 et le DSCG 3 et 4. Qu'est-ce que c'est désobligeant? Qu'est-ce que c'est ralent de voir des étudiants qui commentent en trois lignes? Et en plus, le plus embêtant, c'est les élèves qui commentent en trois lignes en ayant quasiment rien produit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que c'est des points cadeaux. Comme je peux dire, je vous redis, alors vous n'avez pas connu cette période, c'est bonus. À la lessive qui la fut bon, on avait des cadeaux chez Bonux avant. On ouvrait une lessive, on avait un cadeau. C'est les cadeaux qu'on vous donne. C'est les cadeaux de rattrapage. Quand il y a eu l'harmonisation des copies et la tendance à ce qu'on devait rehausser des points lors de la commission, on s'est dit, c'est incroyable. Les faibles copies n'ont même pas daigné faire des commentaires. Alors que c'était donné. La partie contextualisation, tout le monde sait le faire. D'accord? Même si vous n'avez pas compris le thème, vous devez pouvoir contextualiser. Pourquoi vous perdez les deux points? Pourquoi il y a des copies en dessous de deux? C'est inadmissible. C'est inadmissible qu'il y ait des copies en dessous de deux à l'examen. C'est-à-dire que les gens n'ont pas fait l'effort de prendre la contextualisation. Donc, je vous donnerai un cas de contextualisation. On peut même en faire un maintenant. Hop, je vais ouvrir mon fichier Word et je vais partir sur, comme ça je vous laisse une trace. Je ne vais pas le faire au départ, mais je vais le faire quand même. Partager mon écran. Alors, exemple de contextualisation. Contextualisation. Alors, la société
alpha, qui a été créé en 1984, situé, on va pas faire la suite, hein, d'accord, dont l'activité est, en petit point, ici, je reprends les éléments importants de la présentation générale. Je reprends après la contextualisation du problème posé sur le dossier. Donc, je reprends. Il m'a été demandé, au regard des résultats et des choix de l'entreprise. C'est un exemple, hein, de calculer les risques d'exploitation dans le but de savoir si l'on doit garder tel ou tel produit ou telle formation. Point. Pour cela, j'ai calculé le risque d'exploitation à l'aide du seuil de rentabilité, à l'aide du levier opérationnel, à l'aide du point mort, etc. Je viens de tout contextualiser. D'accord? Après, je commente. Puis on commente. Je vais revenir après sur le commentaire. Après, on conclut. Sur la question qui nous est posée, sur le dossier. Au regard de mes résultats, au regard des résultats, il semblerait normal, opportun de 3 petits points. Alors, maintenant, on va voir selon les thèmes qu'on demande. Si le sujet est sur des écarts, on doit, les écarts, quels que soient les écarts, on doit commencer par évoquer, dans le commentaire, on doit commencer par évoquer l'écart total et donner son sens, c'est-à-dire F ou D. Alors ici, je vais mettre euh, le commentaire.
On doit et donner son sens et dire quels sont les éléments entraînant cette charge, cet écart, pardon. Évidemment, il faudra mentionner, on mentionne les plus importants dans le même sens que l'écart total, voire même un autre s'il est très défavorable ou favorable, il faut donner l'importance relative, c'est-à-dire le pourcentage que ça représente. Pourcentage du prévisionnel. Si des sous-écarts ont été calculés, il faudra mettre en avant les plus importants, tout comme les plus significatifs, tout comme les importances relatives. Vous pouvez parler aussi, hein. OK. Margot, par exemple, vous avez un écart global de 30 000 favorables, mais je mentionnerai tous les écarts favorables. J'ai un écart de global de 40 000 défavorables, je mentionnerai d'où vient cet écart de 40 000 défavorables. J'explique l'origine de l'écart total en donnant ceux qui ont le même sens, favorable ou défavorable. Avez-vous compris, Margot? Pas de souci. Et après, je dis que s'il y en a un qui est fortement dans le sens contraire, par exemple, j'ai 80 000 euros d'écart favorable, qui s'explique par ceci, ceci, et j'ai un écart défavorable de 45 000 euros, il est très important, je le mentionne. Si j'ai des écarts défavorables de 1000 ou 2000, alors que l'écart global est de 200 000, ça ne m'intéresse pas. C'est la notion de significatif ou non significatif. La notion de significatif et non significatif se voit en compta pro, mais aussi en contre-gestion. On ne traite que ce qui est important. Ici, sauf si on demande de tout faire. OK pour vous? OK. Si on est sur le seuil de rentabilité, il va falloir, dans le commentaire, il va falloir commenter le seuil de rentabilité et surtout, quelle est notre marge de sécurité, c'est-à-dire l'indice de sécurité. J'ai combien de sécurité? On doit ensuite indiquer le risque d'exploitation à l'aide du levier opérationnel.
On peut mettre la marge de sécurité, mais elle est plus importante en indice. Alors, est-ce que l'on rappelle également ce que c'est? Alors, ça dépend. Si dans le sujet, on vous demande de calculer les risques d'exploitation en les expliquant, oui, vous êtes obligé de le faire. Si on vous le donne, on vous le demande pas, et si vous voyez que vous êtes un peu juste en commentaire, vous mettez dans le commentaire. Alors, en expliquant son interprétation, c'est-à-dire en donnant un exemple avec une hausse de prix et une baisse de prix en pourcentage, et surtout indiquer que si le levier opérationnel était supérieur à 1 ou inférieur à -1, alors il y a une forte volatilité entre le chiffre d'affaires et le résultat, ce qui rend l'activité très risquée. S'il existe des charges spécifiques, pardon, des charges fixes spécifiques, il faudra alors analyser la marge coût variable et vérifier qu'elle soit bien positive. Dans le cas contraire, il faudra proposer l'abandon du produit, voir si la marge coût spécifique est positive. Dans le cas contraire, il faudra vérifier si l'on peut augmenter, augmenter les ventes pour couvrir les charges fixes spécifiques. Sinon, proposer l'abandon du produit. Si on a plusieurs produits, on peut proposer, on peut soulever l'hypothèse, plutôt soulever, de vérifier si un produit dégage une marge sur coût variable facteur rare la plus élevée,
pour maximiser ce type de vente, pour améliorer le résultat. Évidemment, la marge et le résultat. Ce que je viens de dire ici, c'est le Graal. Normalement, on n'attend pas ce type de commentaire. Je vous rappelle qu'en DCG, on estime qu'un candidat ne sait pas faire deux choses à la fois. Quand il est sur un sujet qui est la marge coût variable et une notion qui est euh, la rentabilité, le profit, le risque d'exploitation, il n'a pas l'ouverture d'esprit de vérifier est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement, est-ce qu'il pourrait en avoir un, est-ce que tel produit est plus rentable que l'autre au facteur rare. Donc, au commentaire, lorsqu'on a une copie qui va plus loin que l'attente qu'on attendait, on lui met des points en plus. Donc, ceci est un Graal. Évidemment, le Graal n'est important que si on fait des choses bien. On peut faire un super commentaire, mais que du commentaire, d'avoir quelque chose à voir dans le commentaire. Donc, ça peut être du bien et montrer que vos calculs, c'est peut-être une maladresse, mais que vous avez un minimum de compétences. D'accord? Si ce n'est que faire de super commentaires en allant plus loin, ben, le jury va dire il va plus loin parce qu'il a appris par cœur ce type de commentaire, mais il n'est pas cartésien, il est pas dans dans le contrôle de gestion. Donc, c'est à faire si jamais vous avez un minimum de choses faites. Donc, normalement, je pense que oui. Nos résultats ne sont pas mauvais sur Fishben, même très bons. Donc, je n'ai aucun doute sur ce que vous allez pouvoir faire. Voilà sur la méthode des coûts partiels. Et après, évidemment, il y a le commentaire final. On verra après si j'ai le temps de faire un petit commentaire final. Si on est sur les coûts complets. Et notamment, une comparaison, c'est très à la mode, entre la méthode des centres d'analyse et la méthode des inducteurs. Dites ABC, c'est pareil. Dans tous les cas, on va devoir comparer les résultats par produit. Et donc, quels produits ont bénéficié de cette nouvelle méthode? Idéalement, il faut comparer chaque inducteur de coût pour voir quel produit on supporte le plus comparativement à la méthode des centres analyse. De façon générale, on a quasiment toujours la même chose. Les fortes productions ont les coûts complets qui baissent par la méthode des centres d'analyse, des inducteurs, pardon. C'est le principe de la cannabilisation. On peut vous demander de critiquer la méthode ABC.
Donc, si il est demandé de critiquer la méthode des inducteurs ou les limites, c'est très simple. C'est la multiplication des inducteurs de coût ou et des activités. Ça rend les calculs longs pour une faible amélioration. De plus, choisir des inducteurs de coût non volumiques n'est pas simple. Si dans le sujet, il existe des inducteurs non volumiques, il faudra l'énoncer, il faudra les énoncer. Inducteurs non volumiques, volumiques, pardon, il faudra les critiquer. Qu'est-ce qu'un inducteur volumique? C'est un qui varie selon le volume. Exemple, le chiffre d'affaires, le nombre de produits vendus, les kilos achetés. Si on est sur la gestion des stocks, alors ici, j'ai oublié de le mentionner, les coûts directs ne changent pas. On doit donc se limiter aux charges indirectes. Alors, si on est sur la gestion des stocks, dans le commentaire, normalement, on va vous parler d'une certaine production, une nouvelle. On doit évoquer automatiquement les résultats trouvés, c'est-à-dire N optimal, Q optimal, le rythme, le coût total, les économies éventuelles avec le rythme précédent ou le nombre de commandes. Euh, qu'est-ce qu'il manque encore? Les conditions pour pouvoir utiliser cette méthode.
et les limites de cette méthode qui sont la consommation non régulière, la rupture de stock, les prix dégressifs et que le coût de possession ne tient pas compte de la sous-activité ou suractivité, de la sous-surstockage. C'est-à-dire. OK là-dessus. Si on a un élément, donc si on a un élément concernant les coûts complets, on a vu, seuil de rentabilité, coût partiel, on a vu quelque chose concernant la gestion des stocks. Si on a la masse salariale, si on est sur du prévisionnel, il faudra avant tout mettre en avant et expliquer les effets. Et comme c'est sur des prévisions, c'est effet de niveau, de masse et de report. En indiquant bien leur définition et interprétation et qui regarde tel ou tel effet. Puis interpréter comment a évolué en valeur et en pourcentage la masse salariale et les conséquences des départs et des arrivées. Et ça, on avait vu déjà lorsqu'on avait fait la partie concernant la prévision de la masse salariale, on avait fait des prévisions en faisant effectif constant, effectif entrant, effectif sortant. D'accord? Donc, il faudra reprendre catégorie par catégorie. Et terminer dans l'explication et terminer par les conséquences sur N+1 ou N+2 plutôt, conséquences sur l'année suivante encore, à l'aide de l'effet de niveau, l'effet de report, pardon. Si on est sur le coût cible, il faudra expliquer le principe du coût cible, les écarts entre le coût estimé et le coût cible, en valeur et en importance relative,
et mettre en avant les solutions possibles, les solutions, pardon, envisageables pour rapprocher les deux. Envisageable n'existe pas. Alors, on va changer, hein. C'est donc que l'on pourrait envisager, mais je ne veux pas ce mot-là, que l'on pourrait envisager pour rapprocher les deux, qui sont baisse de la qualité de certains composants, revoir le prix de vente, revoir la marge éventuelle, cible, et pour finir, voir, revoir les quantités à vendre pour en faire baisser le coût estimé. Parce qu'il y a une partie de fixe, hein. OK. Si on est sur une notion qui est, quoi d'autre on peut voir aussi. Le prix de cession interne. Il faudra absolument, je ne parle pas du contexte, hein, se mettre dans la position du vendeur et de l'acheteur. Et donc, des conséquences de ce prix sur les résultats obtenus, les résultats à venir. Et vérifier que ces prix sont admissibles par les deux. Il serait souhaitable d'évoquer. J'ai pas vu votre question, Maï, je la réponds tout de suite. Il serait souhaitable d'évoquer, mince, oui, les différents centres où l'on se positionne. Je m'entends par centre de coût, centre de profit, centre d'investissement. Alors, Maë, monsieur, est-ce que la structure des commentaires, c'est la même qu'en UE6? Très bonne question. Je ne fais pas l'UE6, je ne sais pas comment est fait le commentaire en UE6, mais je pense qu'il y a une partie contextualisation, nous sommes d'accord, ça me paraît logique, Maë. Maë, en UE6, il y a la contextualisation aussi, ou Maë, ou pas? Bon, je continue.
Je pense que devait être là, mais vous n'avez pas pu répondre. OK. Si on est sur un cours sur la qualité, on n'a pas encore vu. Si on est sur la qualité, bah, il faudra ici comparer le coût pour obtenir la qualité voulue avec les conséquences sur le chiffre d'affaires, sur le résultat et le comparer au résultat sans améliorer, j'ai compris, sans améliorer la qualité, tout en mettant en avant les risques incalculables ou difficilement calculables qui sont les coûts cachés. Les coûts cachés, c'est la perte de clients liée à l'image, les pertes de clients liées à des retards, les pertes de clients liées à la non-qualité de produits. Et là, le Graal qu'on attend de vous, il est parfait. On attend enfin, la copie parfaite, même la copie parfaite plus, serait de faire un lien avec le management. Parce que dans le management, il y a toute cette partie qui est cette copie, cette partie qualité, qui est déjà tombée chez nous, avec Pareto, Ishikawa, je ne sais pas comment ça s'écrit, Pokeyoke, etc. Je ne les connais pas tous. Donc le Graal, c'est faire ceci. Je mets à terre de page, je développe pas parce que c'est pas ma compétence. Et il y a Monsieur Fertouk qui est 100 000 fois supérieur à moi dans ce domaine. Donc il faut laisser la palme à celui qui fait nettement mieux et qui saura mieux l'expliquer. Donc voilà, on attend le mieux. Dans des copies, je n'ai pas corrigé de copie une année où il y avait du management sur la qualité, mais je sais que mes amis qui ont corrigé m'ont dit que ils attendaient ceci sur les copies. Si on a des probabilités, notamment, on a la loi normale. On attend comme commentaire. Je n'ai pas dit la contextualisation, je rappelle, hein, je retire cette partie. On attend comme commentaire que nos résultats soient tous interprétés, notamment sur un risque que le seuil de rentabilité soit pas atteint
qu'il y ait une rupture de stock, etc. Si on est sur des prévisions des ventes, il faut indiquer pourquoi tel ou tel type de prévision à l'aide du coefficient de corrélation. On a vu ça en cours. On va prendre le coefficient qui est le plus important et nuancer et indiquer que des prévisions sur le long terme est compliqué car il faut tenir compte d'éventuels aléas, conflits, inflation, concurrence, nouvelles lois, les mœurs, etc. Toute prévision doit être revue régulièrement. Quel autre commentaire on pourrait avoir? Si, accepter une nouvelle commande, proposer un nouveau tarif en cours d'année. Si on baisse le prix de vente, il faut être certain que l'activité est déjà rentable. Je vais mettre soit déjà rentable. Et dans ce cas, le prix de vente doit être supérieur au coût variable. Intérêt, gagner ou conserver des clients. Le risque serait de voir, serait que ces derniers veulent conserver
le prix préférentiel et que nos autres clients de mon application. Euh, OK. Si on est sur le facteur rare, il faut absolument, normalement, on a déjà une situation, il faut absolument comparer la situation actuelle à la meilleure situation possible, en expliquant le principe du facteur rare et la maximisation de la marge sous variable par facteur rare si une contrainte limite ou la représentation graphique si plusieurs contraintes limites et évoquer et indiquer l'amélioration du résultat. Si des contraintes doivent être levées, il faut être en mesure de les classer par ordre et les conséquences de ces améliorations et les conséquences de lever les contraintes sur le résultat. Dans tous les cas de figure, il faudra conclure. Elle doit correspondre, elle doit répondre à l'attente posée. Et donc, répondre à la demande, pardon, initiale du sujet, du problème. Il faudra notamment, il nous a été demandé trois petits points. Au regard des informations, au regard des résultats interprétés
dans les questions précédentes et mis en avant dans mon commentaire, dans le commentaire. Je propose de 3 petits points. La règle d'or, elle est la suivante pour finir pour aujourd'hui. La règle d'or est la suivante. Un quart de contexte, un demi de commentaire et interprétation des résultats, et un quart, pardon, de conclusion à la demande du problème. Pour finir, il est préférable de voir un commentaire très long que trop court. J'enregistre ceci, je vais dire pourquoi. Si on voit que la contextualisation est bonne, on est payé 4 euros, 3 à 4 euros la copie. Si on voit qu'on vous demande une demi-page, vous mettez 2 pages, ah, j'exagère un peu, hein. Vous mettez une page, un peu plus d'une page. Si vous voit que l'introduction est bonne, il voit que vous avez repris vos valeurs, ils vont le voir au début, hein, qu'il y a des pourcentages qui apparaissent. Enfin, on voit que vous avez bien recontextualisé, repris vos valeurs. On va voir la conclusion. Si la conclusion est cohérente avec ce que vous avez fait, on ne lira pas ce que vous avez mis au milieu. On dira que vous avez super bien détaillé, on est content, on met tous les points. Donc, apprenez à être super long. Ces consignes, voilà, on n'a pas ces consignes, hein, c'est pas une consigne de l'épreuve. Mais moi, pour avoir corrigé avec des binômes, moi, j'ai lu, et on me dit, et quand j'ai comparé avec des notes de mes binômes, des fois, je comprenais pas, hein. Et je leur ai dit, mais vous avez lu le commentaire? Ils disent, oui, on a lu la contextualisation, le commentaire, on a vu que c'était bien, on a mis les points. Donc, j'ai compris comment on notait, hein. Moi, je pensais on le faisait encore comme avant, super bien. Aujourd'hui, on est au regard de ce qu'on nous paye. On le fait un peu rapidement sur cette partie-là. Donc, je vous demande vraiment de passer beaucoup de temps sur la contextualisation et le commentaire si vous voulez tous les points. Je sauvegarde ceci pour vous l'envoyer tout de suite. Alors, ok, je vous le mets dans le commentaire de suite. Accordez-moi quelques secondes encore. Parfait. Normalement, vous l'avez reçu. Parfait, parfait. Eh bien, à la semaine prochaine pour ceux qui font que du contrôle de gestion. De rien à vous tous. Pour ceux qui vont voir la partie concernant apprendre à calculer rapidement, on se voit sur le lien des DCG UE9. D'accord? À la semaine prochaine, j'ai envoyé à Michael le nouveau sujet pour que vous puissiez travailler sur la deuxième étude de cas. OK? Allez, bon courage à vous. À faire en 4 heures, évidemment. Et j'espère que maintenant, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous allez me faire un très bon commentaire. J'ai demandé d'accentuer le commentaire sur cette fois-ci. Allez, à bientôt. De rien, Manuel.
Manu, Dorian, Julien, etc. Tatiana, Lily et Laura, Safia, Thelma. À bientôt, Julien.